Bienvenue dans les histoires fantastiques de Mama Aya. La grande maison se dressait au bout de la rue principale, imposante avec ses murs délavés par les années. Plus de 8 familles vivaient là, entassées dans des chambres aux portes colorées. Le matin, les enfants couraient dans la cour commune en criant. Les femmes lavaient leur linge près du puits. Les hommes discutaient sous le préau en fumant. La vie bouillonnait dans cette maison comme dans une petite ville. Au centre de la cour trônait un arbre gigantesque. Ses branches épaisses formaient une ombre dense même en plein midi. Personne ne savait exactement depuis combien de temps il était là. Certains disaient qu'il existait avant même la construction de la maison. Les enfants n'avaient pas le droit de grimper dessus. Les adultes évitaient de s'asseoir sous son ombre trop longtemps. Cet arbre inspirait un respect mêlé de crainte. Maman Céline habitait la chambre du rez-de-chaussée, celle avec la porte verte écaillée. Une femme d'environ 55 ans, toujours vêtue de pagne sombre. Ses cheveux grisonnants étaient noués en chignon serré. Son visage portait les rides du temps, mais ses yeux restaient fort vifs, perçants. Elle parlait peu, elle souriait rarement. Les voisins racontaient qu'elle fut la toute première à s'installer dans cette maison, des décennies auparavant. « Cette femme connaît des choses !» murmurait tante Adjoa en lavant son linge. « Quelles choses ?» demandait toujours sa voisine Fatouma. « Des choses qu'on ne doit pas connaître, des choses cachées. » Les conversations s'arrêtèrent là. Personne n'osait aller plus loin. Maman Céline vivait seule dans sa chambre sombre. Elle sortait peu. Quand elle apparaissait, les bavardages cessaient. Les enfants rentraient chez eux. Un malaise planait. Les problèmes commencèrent un mardi soir. Madame Keita avait étendu le linge de ses enfants sur le fil après la lessive du soir. Le lendemain matin, elle découvrit que la chemise bleue de son fils avait disparu. Elle chercha partout, questionna les voisins. Personne n'avait rien vu. Le surlendemain, la chemise réapparut sur le fil, exactement au même endroit, soigneusement pliée. « C'est bizarre », dit-elle à son mari. « Qui volerait un vêtement pour le rendre après ?» Son fils remit la chemise. Le soir même, il tomba malade. Une fièvre terrible le saisit. Il transpirait abondamment. Il parlait dans son sommeil, prononçait des mots incompréhensibles. Madame Keita appela un médecin. Les médicaments ne faisaient aucun effet. L'enfant maigrissait à vue d'œil. Une semaine plus tard, la même chose arriva à Monsieur Conan. Son pantalon de travail disparut une nuit. Il le retrouva le lendemain matin, bien accroché. Il le porta pour aller au chantier. À midi, il s'effondra. Ses collègues durent le ramener chez lui. Il resta alité pendant 3 jours, pris de cauchemars atroces où il voyait des ombres l'encercler. Les disparitions se multiplièrent. Un pagne par-ci, une robe par-là, un boubou d'homme. Les vêtements revenaient toujours, et ceux qui les portaient tombaient malades. La peur s'installa dans la maison. Les femmes rentrèrent leur linge avant la tombée de la nuit. Certains ne le lavaient même plus dans la cour commune. « Quelqu'un nous jette un sort », affirma Papa Yao, le doyen de la maison. « Mais qui ferait une chose pareille ?» demanda sa femme. Les regards se tournèrent discrètement vers la chambre à la porte verte. Personne n'osait prononcer le nom de maman Céline, mais tout le monde y pensait. Elle vivait ici depuis toujours. Elle connaissait les secrets de chacun. Elle observait tout de sa fenêtre sombre. « On dit qu'elle pratique des rituels !» chuchota le jeune Ahmed à son ami. « Ne raconte pas n'importe quoi !» répondit l'autre, inquiet. Mais les rumeurs enflaient. Les voisins évitaient maman Céline plus que jamais. Quand elle passait, les conversations cessaient net. Les enfants se cachaient derrière leur mère. La tension devenait palpable. Pourtant, maman Céline continuait sa routine. Elle sortait acheter ses provisions au marché. Elle balayait devant sa porte. Elle saluait d'un signe de tête. Son visage restait impassible. Impossible de deviner ce qu'elle pensait. Cette indifférence rendait les voisins encore plus nerveux. La vérité était bien plus sombre que ce que les habitants imaginaient. Chaque nuit, vers minuit pile, quand la maison dormait, maman Céline quittait sa chambre. Elle portait un grand sac en tissu épais. Elle marchait pieds nus sur le sol de la cour pour ne faire aucun bruit. Ses yeux scrutèrent les alentours. Personne ne devait la voir. Elle se dirigeait vers les fils à linge. Ses mains ridées attrapèrent les vêtements un par un. Elle les examinait, les reniflait, murmurait des paroles étranges. Ensuite, elle les fourrait dans son sac. Parfois, elle prenait 3 pièces, parfois 5. Jamais plus. Il ne fallait pas éveiller trop de soupçons. Avec son sac rempli, elle marchait vers le grand arbre au fond de la cour. Cet arbre qu'elle connaissait mieux que quiconque. Cet arbre qui lui avait donné son pouvoir des années auparavant. Elle s'agenouillait devant le tronc massif.
Elle sortait les vêtements et les disposait en cercle autour des racines. « Esprit de l'arbre ancien, entends ma voix !» psalmodiait-elle dans une langue oubliée. Elle sortait ensuite de son sac des poudres colorées. Du rouge sang, du noir charbon, du jaune soufre. Elle les répandait sur les vêtements en traçant des symboles complexes. Puis elle allumait une flamme, pas une flamme ordinaire. Une flamme bleue qui dansait sans consumer le tissu. L'arbre réagissait, ses feuilles frémissaient, sans qu'il y ait de vent. Son tronc semblait vibrer doucement. Une lueur étrange émanait de son écorce. Maman Céline continuait ses incantations, les yeux fermés, le corps balançant d'avant en arrière. Prends leur force, aspire leur énergie, donne-moi leur vitalité. Le rituel durait 1 heure. Quand elle avait fini, les vêtements paraissaient inchangés à l'œil nu. Mais quelque chose d'invisible en avait été extrait. L'essence même de ceux qui les portaient. Leur force vitale, leur santé, leur chance. Tout passait dans l'arbre, puis dans maman Céline. Elle rangeait soigneusement les vêtements dans son sac. Elle retournait vers les fils à linge. Elle raccrochait chaque pièce exactement où elle l'avait prise, comme si rien ne s'était passé. Puis elle regagnait sa chambre, un sourire satisfait aux lèvres. Cette pratique durait depuis des années. Maman Céline ne vieillissait presque pas. Elle ne tombait jamais malade. Elle gardait une force surprenante pour son âge. Tout cela grâce à l'arbre et au rituel. Les habitants payaient sans le savoir. Leurs vêtements étaient devenus des liens invisibles qui la nourrissaient. Un matin de mars, un camion de déménagement s'arrêta devant la maison. Une jeune femme en descendit. Mireille avait 28 ans, le regard déterminé, les gestes précis. Elle portait une robe colorée qu'elle avait cousue elle-même. Couturière de métier, elle venait s'installer pour ouvrir un petit atelier dans la grande ville. « Bonjour, je suis la nouvelle locataire de la chambre du 1er étage », annonça-t-elle avec un sourire. Les voisins l'accueillirent avec curiosité. Une nouvelle venue apportait toujours un peu de vie. Les femmes l'aidèrent à monter ses affaires. Les hommes portèrent sa machine à coudre. Les enfants regardaient avec émerveillement ses tissus multicolores. Maman Céline observait de sa fenêtre. Une nouvelle proie. Elle évalua Mireille du regard. Cette jeune femme semblait énergique, pleine de vie. Sa force vitale serait délicieuse à absorber. Mireille s'installa rapidement. Elle salua tout le monde avec gentillesse. Elle distribua des bonbons aux enfants. Elle proposa son aide pour raccommoder les vêtements abîmés. En quelques jours, elle devint appréciée de tous. « Enfin quelqu'un de sympathique !» dit Tante Adjoa. « Elle a l'air courageuse aussi !» ajouta Fatouma. Mireille remarqua vite l'ambiance étrange de la maison. Les regards inquiets, les conversations qui s'arrêtèrent brusquement. Les vêtements qu'on rentrait précipitamment au coucher du soleil. Elle posa des questions. « Pourquoi tout le monde a peur du soir ? C'est une longue histoire. » répondit évasivement Madame Keïta. « Quelle histoire ?» Personne ne voulait parler clairement. On lui racontait par bribes. Les vêtements qui disparaissaient, les maladies mystérieuses, les soupçons. Mireille écoutait attentivement. Son esprit logique cherchait une explication rationnelle. « Peut-être des rats ?» suggéra-t-elle. « Les rats ne replient pas les vêtements, » répondit Papaya gravement. Un soir, Mireille oublia de rentrer une robe qu'elle avait lavée. Le lendemain matin, la robe était là, parfaitement pliée. Elle l'a mis dans l'après-midi pour aller faire des courses. À son retour, elle se sentit faible. Un mal de tête violent la saisit. Elle dut s'allonger. « Pas moi aussi !» murmura-t-elle alarmée. Cette expérience la convainquit. Quelque chose de réel se passait. Ce n'était pas une superstition. Elle devait comprendre. Son esprit méthodique refusait de rester dans l'ignorance. Elle décida de mener sa propre enquête. Les nuits suivantes, Mireille faisait semblant de dormir. Elle gardait sa fenêtre entr'ouverte. Elle scrutait la cour dans l'obscurité. Ses yeux s'habituaient progressivement à la pénombre. Elle voyait les ombres bouger. Les chats errants, les rats qui fouillaient les poubelles. Rien d'anormal. La 5e nuit, elle vit une silhouette. Une forme humaine traversait la cour lentement. Mireille retint son souffle. Elle reconnut la démarche. Maman Céline. La vieille femme portait un sac et se dirigeait vers les fils à linge. « Alors c'est elle !» souffla Mireille. Elle observa maman Céline prendre des vêtements. Mais ce n'était pas tout. La vieille femme se dirigea ensuite vers le grand arbre. Mireille ouvrit un peu plus sa fenêtre pour mieux voir. Ce qu'elle découvrit la glaça. Les vêtements disposés en cercle, les poudres colorées, la flamme bleue qui apparut soudainement, les gestes rituels de maman Céline, l'arbre qui semblait vivant, réagissant aux incantations. Mireille n'en croyait pas ses yeux. Elle resta à sa fenêtre jusqu'à la fin du rituel. Elle vit maman Céline ranger les vêtements et les raccrocher. Elle vit la vieille femme rentrer chez elle.
Le cœur de Mireille battait à tout rompre. Elle venait de découvrir la vérité. Le lendemain, elle essaya d'en parler aux voisins. Elle choisit Tante Adjoa, qui semblait la plus bavarde. « J'ai vu quelque chose cette nuit », commença Mireille prudemment. « Quoi donc, maman Céline ?» Elle fait des rituels sous l'arbre avec nos vêtements. Le visage de Tante Adjoa se ferma immédiatement. « Ne parle pas de ces choses, ma fille. C'est dangereux. Mais il faut faire quelque chose. Personne ne peut rien contre elle. Elle est trop puissante. » Mireille tenta de convaincre d'autres voisins. Même réaction. La peur paralysait tout le monde. Certains admettaient qu'ils se doutaient de quelque chose. D'autres faisaient semblant de ne pas comprendre. Personne n'osait agir. « Si personne ne fait rien, je le ferai seule. » décida Mireille. Elle commença à se préparer. Elle interrogea discrètement les anciennes du marché sur les pratiques mystiques. Elle acheta de l'eau bénite à l'église. Elle se procura de la craie consacrée. Elle cousit dans la doublure de sa robe des gris-gris protecteurs qu'une vieille guérisseuse lui avait donnés. Mireille savait qu'elle prenait un risque énorme. Affronter une sorcière expérimentée n'était pas une mince affaire. Mais elle ne pouvait pas rester sans rien faire. Trop de gens souffraient. Cette maison devait être libérée. Elle attendit la pleine lune. Les pouvoirs mystiques étaient à leur apogée ce soir-là. Maman Céline ne manquerait pas de faire son rituel. Mireille se prépara mentalement. Elle but de l'eau bénite. Elle traça des signes de protection sur son front, avec la craie. Minuit approchait. Mireille descendit silencieusement dans la cour. Elle se cacha derrière le mur du préau, dans l'ombre. De là, elle voyait parfaitement l'arbre. Son cœur battait fort, mais elle restait déterminée. Maman Céline apparut comme prévu. Elle fit sa routine habituelle. Elle prit les vêtements. Elle marcha vers l'arbre. Elle disposa tout en cercle. Mireille attendit que le rituel commence. Il fallait intervenir au bon moment. Chers amis, si cette histoire te touche et que tu veux connaître la suite, abonne-toi dès maintenant. Tu ne veux pas rater ce qui va se passer ensuite. La flamme bleue s'éleva. Maman Céline entonna ses incantations. L'arbre commença à vibrer. C'était le moment. Mireille sortit de sa cachette et marcha droit vers la sorcière. « Arrête ça immédiatement !» cria-t-elle d'une voix forte. Maman Céline se retourna brusquement. Ses yeux s'écarquillèrent de surprise, puis se plissèrent de colère. « Oh, toi! Qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai vu. Je sais ce que tu fais. C'est fini. » La vieille femme se redressa. Elle paraissait soudain plus grande, plus menaçante. Sa voix devint grave et profonde. « Tu ne sais pas à quoi tu touches, petite. Retourne dans ta chambre avant qu'il soit trop tard. Non, tu as fait du mal à trop de gens. Ça s'arrête cette nuit. » Maman Céline éclata d'un rire sinistre. Elle leva les bras vers le ciel. Le vent se leva brusquement, soufflant de nulle part. Les feuilles de l'arbre s'agitèrent violemment. La flamme bleue grandit, devint orange, puis rouge sang. « Tu veux te battre contre moi? Tu es folle. Cet arbre me protège depuis 30 ans. » Mireille sortit sa bouteille d'eau bénite. Elle en aspergea le sol autour d'elle, en formant un cercle protecteur. Maman Céline recula légèrement. La sorcière n'avait pas prévu cette résistance. « D'où tu tiens ça ?» cracha-t-elle avec haine. « Peu importe. Lâche ces vêtements. Lâche ces gens. Par d'ici. Jamais. Cette maison est à moi. Ces gens sont à moi. Leur force m'appartient. » Maman Céline traça dans l'air des symboles lumineux. Des formes rouges apparurent, flottant autour de Mireille. La jeune femme sentit une pression sur sa poitrine. L'air devenait difficile à respirer. Les symboles se rapprochaient. Elle sortit sa craie consacrée. D'un geste rapide, elle traça sur le sol un signe de protection que la guérisseuse lui avait enseigné. Les symboles rouges explosèrent au contact du tracé. Maman Céline hurla de frustration. « Tu oses me défier? Tu vas le payer !» La sorcière plongea sa main dans ses poudres. Elle les lança vers Mireille. Un nuage noir se forma, tourbillonnant. Des formes de serpents apparurent dans la fumée. Ils sifflaient, se tortillaient, fonçaient vers la jeune femme. Mireille ferma les yeux. Elle pria intérieurement. Elle aspergea d'eau bénite tout autour d'elle. Les serpents de fumée grésillèrent au contact de l'eau. Ils se dissipèrent en laissant une odeur de soufre. Le combat faisait rage. Les deux femmes s'affrontaient. L'une avec des siècles de pratiques maléfiques, l'autre avec son courage et sa foi. L'arbre tremblait maintenant pour de bon. Ses branches se balançaient dans tous les sens. Des fissures apparaissaient sur son tronc. « Regarde ce que tu fais! Tu vas détruire l'arbre sacré !» hurla maman Céline. « Cet arbre n'est pas sacré. Il est maudit. » Mireille courut vers le cercle de vêtements. Elle renversa son reste d'eau bénite dessus. Le cercle mystique tracé au sol par maman Céline se brisa. La connexion fut rompue. L'arbre émit un craquement terrible. « Non, non, mon pouvoir !» cria la sorcière en se précipitant. Trop tard.
Une lumière blanche jaillit de l'arbre, aveuglante, pure. Elle illumina toute la cour comme en plein jour. Maman Céline fut projetée en arrière. Elle tomba lourdement sur le sol. La lumière dura plusieurs secondes, puis s'éteignit. Le silence retomba. Maman Céline était étendue par terre, inconsciente. L'arbre présentait maintenant une énorme fissure sur toute sa hauteur. Mireille, épuisée, tomba à genoux. Elle avait réussi. Les lumières s'allumèrent dans toutes les chambres. Les voisins sortaient, réveillés par le vacarme. Ils découvrirent de la scène. Mireille au sol, maman Céline inconsciente, l'arbre fendu, les vêtements éparpillés. Tout le monde comprit. « C'est fini », murmura Mireille. « Elle ne pourra plus faire de mal. » Papa Yao s'approcha de l'arbre. Il examina la fissure. De la sève noire en coulait, épaisse et nauséabonde. Il toucha le tronc et recula immédiatement. « Cet arbre est malade, pourri de l'intérieur. Il faut le détruire. » Les hommes allèrent chercher des haches et des scies. Ils se mirent à couper l'arbre. Le travail était difficile. Le bois résistait étrangement. Mais leur détermination était plus forte. Ils coupèrent pendant des heures. À l'aube, l'arbre s'effondra dans un craquement final. Les racines furent arrachées. Elles étaient noires, comme brûlées de l'intérieur. Les voisins rassemblèrent tous les vêtements qui avaient servi au rituel. Ils les brûlèrent dans un grand feu. Les flammes montèrent haut dans le ciel du matin. Des fumées de toutes les couleurs s'en échappaient. Rouge, noir, vert, violet. Chaque couleur représentait un sortilège différent. Puis tout devint blanc. Le feu purifiait. Maman Céline reprit conscience en fin de matinée. Elle était affaiblie, vieillie, comme si 30 années l'avaient rattrapée d'un coup. Son visage était creusé, ses mains tremblaient. Son regard avait perdu sa lueur menaçante. « Partez !» lui dit Papa Yao. « Vous n'êtes plus la bienvenue ici. » La vieille femme ne protesta pas. Elle rassembla ses affaires en silence. Un taxi l'emmena. Personne ne sut où elle alla. Personne ne chercha à savoir. Elle disparut aussi mystérieusement qu'elle était arrivée des décennies auparavant. Les jours suivants furent étranges. Les malades guérirent subitement. La fièvre tomba. Les cauchemars cessèrent. La force revint. C'était comme si un poids invisible avait été levé de toute la maison. Mireille devint une héroïne locale. Les voisins la remerciaient sans cesse. Elle avait fait ce que personne n'avait osé faire. Elle avait affronté le mal en face. Les femmes lui apportaient des plats. Les hommes réparèrent gratuitement sa porte. Les enfants jouèrent devant sa chambre. « Tu nous as sauvés !» répétait Tante Adjoa en pleurant de gratitude. « Nous aurions dû agir plus tôt !» disait Papa Yao avec regret. Nous étions trop lâches. Mireille ne cherchait pas la gloire. Elle avait simplement fait ce qui lui semblait juste. Elle ouvrit son atelier de couture. Les commandes affluèrent. Les gens voulaient travailler avec la femme courageuse. À l'endroit où se dressait l'arbre, il ne resta qu'un large cercle de terre noire. Rien n'y poussait. Ni herbe, ni mauvaise herbe. Comme si le sol lui-même gardait la mémoire du mal qui l'avait habité. Certaines nuits de pleine lune, des voisins juraient entendre des chuchotements. Des voix faibles qui semblaient venir de la terre. Mais personne ne s'approchait. On avait installé un banc à quelques mètres. La vie avait repris son cours normal. Les enfants jouaient à nouveau librement dans la cour. Les femmes étendaient leur linge sans crainte. Les hommes rentraient tard sans s'inquiéter. La maison respirait enfin. L'atmosphère oppressante avait disparu. Mireille travaillait à sa machine à coudre. Elle créait de belles robes colorées. Les clients venaient de toute la ville. Sa réputation de couturière talentueuse se répandait. Mais c'était surtout son courage qu'on admirait. Un soir, Papa Yao réunit tous les habitants de la maison dans la cour commune. Il voulait parler. Les familles s'installèrent sur des bancs et des chaises. Les enfants s'assirent par terre. Mireille était au premier rang. « Nous avons vécu des années terribles. » commença-t-il. « Nous avons eu peur. Nous avons perdu notre santé. Certains d'entre nous auraient pu mourir. Tout ça parce que nous n'avons pas osé agir. Les têtes se baissèrent. La honte était palpable. Mireille nous a montré que le mal ne peut prospérer que si on le laisse faire. Elle a eu le courage que nous n'avions pas. Grâce à elle, nous sommes libres. » Des applaudissements éclatèrent. Mireille rougit. Elle n'aimait pas être le centre de l'attention, mais elle accepta les remerciements avec grâce. Nous devons tirer une leçon de cette histoire. Continua Papa Yao. Ne plus jamais laisser la peur nous paralyser. Si nous voyons quelque chose de mal, nous devons agir ensemble. Unis, unis, répétèrent les voisins en chœur. Cette nuit-là, la maison célébra. On prépara un grand repas partagé. Chaque famille apporta un plat. La cour se remplit de rires et de musique. Les enfants dansaient, les adultes discutaient joyeusement. Pour la première fois depuis des années, la joie était authentique.
Mireille regardait la scène avec émotion. Elle avait choisi cette maison par hasard. Elle aurait pu s'installer ailleurs. Mais le destin l'avait menée ici. Et elle avait pu faire une différence. Les semaines passèrent. La vie continua. De nouveaux locataires arrivèrent. On leur racontait l'histoire de maman Céline et de l'arbre maudit. Certains avaient du mal à y croire. D'autres frissonnaient en regardant le cercle de terre noire. « C'est vraiment arrivé ?» demandait un nouveau venu sceptique. « Demande à n'importe qui ici. » répondait-on. Tous te diront la vérité. Mireille ne parlait pas beaucoup de cette nuit. Quand on l'interrogeait, elle répondait simplement qu'elle avait fait ce qui devait être fait. Rien de plus. Son humilité la rendait encore plus admirable. Un jour, une jeune femme vint frapper à sa porte. Elle vivait dans une autre maison de colocation, à quelques rues de là. Elle aussi subissait des phénomènes étranges. Elle avait entendu parler de Mireille. « Peux-tu m'aider » supplia-t-elle. Mireille hésita. Elle n'était pas une chasseuse de sorcières. Elle voulait juste coudre et vivre tranquille. Mais comment refuser? Elle pensa aux voisins qui avaient cas souffert, à ceux qui auraient pu mourir. « Raconte-moi tout » dit-elle finalement. Elle écouta l'histoire de la jeune femme. Une situation similaire, des rituels, des maladies, la peur. Mireille comprit qu'elle devait encore agir. Le mal existait ailleurs aussi. D'autres personnes avaient plus besoin d'aide. Mais cette fois, elle ne serait pas seule. Papa Yao et plusieurs voisins se proposèrent de l'accompagner. Ils formèrent un petit groupe. Ils iraient affronter le mal ensemble, unis par leur expérience commune. « Nous ne laisserons plus personne souffrir en silence », déclara Papa Yao. Mireille sourit. Ce n'était que le début. Il y aurait d'autres combats, d'autres sorciers à affronter, d'autres maisons à libérer. Mais elle n'avait plus peur. Elle avait découvert sa force intérieure. Et elle avait des alliés. La légende de la maison aux 8 foyers commença à se répandre. On parlait de la jeune couturière courageuse, de l'arbre maudit détruit, de la sorcière vaincue. D'autres victimes de rituels obscurs venaient demander conseil. La maison elle-même changea. Les gens se parlaient plus. Ils s'entraidaient davantage. Les enfants jouaient ensemble sans distinction de famille. La cour commune devint vraiment commune. L'épreuve les avait soudés. Le cercle de terre noire restait là, témoin permanent. Certains voulaient le recouvrir de ciment. D'autres proposaient de planter un nouveau bel arbre à la place. Mireille suggéra de le laisser tel quel. « C'est un rappel !» expliqua-t-elle. « Un rappel qu'on ne doit jamais baisser la garde, que le mal existe et qu'il faut rester vigilant. » Les voisins acceptèrent son conseil. Le cercle demeura nu. Les enfants le contournaient en jouant. Personne n'y marchait dessus. C'était devenu un lieu de mémoire silencieux. Mireille continuait son travail de couturière. Ses doigts habiles transformaient les tissus en robes magnifiques. Chaque création portait en elle un peu de l'histoire de la maison. Des motifs symboliques, des couleurs qui racontèrent la libération. Les clientes admiraient son talent. Elles ne savaient pas toujours ce qui se cachait derrière chaque couture. Mais elles sentaient quelque chose de spécial dans ses créations. Une force, une protection, un amour du travail bien fait. Un soir de septembre, 6 mois après la destruction de l'arbre, une violente tempête frappa la ville. Le vent hurlait, la pluie tombait comme des lances. Les habitants se terrèrent dans leurs chambres. Les volets claquaient, les arbres pliaient dangereusement. Mireille regardait par sa fenêtre. L'eau ruisselait sur les vitres. La cour était transformée en lac. Et là, dans le cercle de terre noire, quelque chose attira son attention. Une lueur verte pulsait faiblement. Son sang se glaça. Elle descendit les escaliers en courant. Papa Yao sortait aussi de sa chambre. « Tu as vu la lumière ?» demanda-t-il. « Oui, il faut aller voir. » Ils enfilèrent leurs imperméables. Plusieurs autres voisins les rejoignirent. Ensemble, ils sortirent dans la tempête. Le vent les poussait. La pluie les fouettait. Mais ils avançaient vers le cercle. La lueur verte était plus forte maintenant. Elle montait de la terre comme une fumée fantomatique. Des formes indistinctes se dessinaient. Des silhouettes, des ombres. Les habitants reculèrent, effrayés. « Les esprits de l'arbre » murmura Tante Adjoa. « Ils reviennent ?»« Non » dit fermement Mireille. « Nous les avons vaincus une fois. Nous pouvons le refaire. » Elle avança vers le cercle. Les autres la suivirent, formant un demi-cercle autour de la zone maudite. Papa Yao commença à prier à haute voix. Tante Adjoa psalmodiait des chants de protection. Monsieur Conan tenait une Bible. La lueur verte faiblit. Les ombres s'agitèrent frénétiquement. Puis elles s'enfoncèrent dans la terre. La lueur disparut complètement. Le cercle redevint sombre et inerte. « C'est fini !» dit Mireille. « Définitivement cette fois. » La tempête se calma presque instantanément, comme si elle n'attendait que cette confrontation finale. Les nuages se dispersèrent. La lune apparut.
Son éclat argenté baignait la cour d'une lumière apaisante. Les voisins rentrèrent chez eux, trempés mais soulagés. Cette nuit avait prouvé leur unité. Face au danger, ils avaient réagi ensemble. Plus personne ne se cachait, plus personne ne fuyait. Le lendemain matin, le soleil brillait. La cour avait séché. Les enfants jouaient comme d'habitude. Mais quelque chose avait changé dans le cercle de terre noire. De minuscules pousses vertes perçèrent le sol. « Regardez !» s'exclama un enfant. « Des plantes !» Tout le monde se rassembla autour du cercle. Effectivement, de petites herbes commençaient à pousser. La terre n'était plus complètement stérile. La vie reprenait ses droits. « C'est un bon signe !» dit Papa Yao. Le mal a été complètement purifié. Les semaines suivantes, les pousses grandirent. Elles formèrent bientôt un petit tapis d'herbes vertes. Les fleurs sauvages y poussèrent ensuite. Jaunes, blanches, violettes. Le cercle maudit devenait un jardin miniature. Mireille y plantait des fleurs chaque semaine. Elle entretenait ce petit espace avec amour. C'était sa façon de transformer définitivement le mal en beauté. Les autres habitants l'imitèrent. Chacun apportait quelque chose. Une plante aromatique, un rosier, des herbes médicinales. Le cercle devint le plus bel endroit de la cour. Les enfants venaient y sentir les fleurs. Les femmes y cueillaient des herbes pour la cuisine. Les hommes s'y asseyaient pour discuter. Le symbole du mal était devenu un lieu de vie. Un après-midi, une vieille femme se présenta à la porte de Mireille. Son visage était ridé par les années. Ses vêtements simples mais propres. Elle tenait un panier rempli de fruits. « Tu es Mireille ?» demanda-t-elle doucement. « Oui, que puis-je faire pour toi ? Je suis la sœur de maman Céline. Je viens te remercier. » Mireille resta bouche bée. « La sœur de la sorcière ? Ici ?» Elle invita la vieille femme à entrer. Elles s'assirent face à face. « Céline était ma sœur aînée, » commença la femme. « Nous étions très proches dans notre jeunesse. Puis elle a découvert ce pouvoir, cet arbre. Elle a changé. Elle n'était plus la même. »« Je comprends, » dit Mireille doucement. « J'ai essayé de la raisonner pendant des années. Elle refusait d'écouter. Le pouvoir l'avait corrompue. Quand j'ai appris ce que tu avais fait, j'ai pleuré de soulagement. Où est-elle maintenant ? Elle vit dans un petit village, loin d'ici. Elle est faible, malade. Sans ces rituels, son corps paye le prix de toutes ces années de sorcellerie. Elle ne sortira plus jamais. » La vieille femme sortit un petit sachet de son panier. « Voici des graines spéciales. Plante-les dans le cercle. Elles purifieront définitivement la terre. C'est un cadeau de ma famille pour se racheter. » Mireille accepta le sachet. Elle remercia la vieille femme. Après son départ, elle planta les graines comme indiqué. Quelques semaines plus tard, de magnifiques fleurs blanches éclosirent. Leur parfum était doux et apaisant. Les mois passèrent. La maison prospérait. De nouvelles familles s'installaient. L'histoire de la sorcière et de l'arbre devenait une légende qu'on racontait aux nouveaux venus. Certains y croyaient, d'autres non. Mais tous respectaient le petit jardin fleuri. Mireille avait maintenant plusieurs apprentis. Des jeunes filles qui voulaient apprendre la couture. Elle leur enseignait non seulement les techniques, mais aussi le courage, la détermination, la nécessité de se tenir debout face au mal. « La couture », leur disait-elle, « ce n'est pas que coudre du tissu, c'est aussi réparer ce qui est déchiré dans la vie, redonner de la beauté là où il y avait de la laideur. » Ses apprentis l'écoutaient avec admiration. Elle savait qu'elles apprenaient d'une femme exceptionnelle, une héroïne ordinaire qui avait fait des choses extraordinaires. Un soir, Mireille s'assit dans le jardin fleuri. La nuit tombait doucement. Les étoiles apparaissaient une à une. Elle pensait à tout ce qui s'était passé. À maman Céline, à l'arbre, au rituel, à la confrontation. Elle n'avait jamais imaginé vivre une telle aventure. Elle voulait juste ouvrir un atelier de couture, mener une vie tranquille. Mais le destin en avait décidé autrement. Elle avait été placée là pour une raison. « Merci » murmura-t-elle vers le ciel. « Merci de m'avoir donné la force. » Papa Yao la rejoignit. Il s'assit à côté d'elle en silence. Ils regardèrent ensemble les étoiles. Après un long moment, il parla. « Tu sais, cette maison était morte. Nous étions des fantômes vivant dans la peur. Tu nous as redonné la vie. Vous l'auriez fait vous-même un jour. Peut-être. Ou peut-être que nous aurions tous fini par mourir. On ne le saura jamais. Ce qui compte, c'est que tu étais là quand il le fallait. » Ils restèrent assis jusqu'à ce que la lune soit haute. La cour baignait dans sa lumière argentée. Le jardin fleuri brillait doucement. On entendait les rires des enfants qui jouaient dans les chambres. La vie avait repris tous ses droits. Mireille retourna dans sa chambre. Elle s'assit à sa machine à coudre. Elle avait une commande à terminer. Une robe de mariée pour la fille de Madame Keita. Cette même Madame Keita, dont le fils avait été l'une des premières bêtes victimes.
Ses doigts volaient sur le tissu blanc. Chaque point était parfait, chaque couture invisible. Elle mettait tout son cœur dans son travail. Cette robe serait magnifique, un symbole de renouveau et d'espoir. À minuit, elle arrêta de coudre. Elle regarda par la fenêtre. La cour était paisible. Aucune ombre suspecte, aucune lumière étrange. Juste le calme de la nuit. Le calme qu'elle avait contribué à restaurer. Elle se coucha avec le sentiment du devoir accompli. Demain serait un nouveau jour. Avec de nouvelles robes à coudre, de nouveaux défis à relever, de nouvelles personnes à aider. Mais pour l'instant, elle pouvait dormir tranquille. La maison dormait aussi. 8 familles dans leur chambre. Des enfants rêvant de jeux. Des adultes rêvant d'avenir. Plus personne ne faisait de cauchemars. Plus personne ne tombait malade mystérieusement. La malédiction était brisée. Le lendemain, la vie reprit son cours normal. Les femmes lavaient le linge sans crainte. Les hommes partaient travailler sereinement. Les enfants jouaient dans la cour en riant. Le jardin fleuri attirait les papillons et les abeilles. Mireille ouvrit son atelier. Ses apprentis arrivèrent avec leur enthousiasme habituel. Elles travaillèrent toute la journée sur différents projets. L'atelier bourdonnait d'activités créatives. L'histoire de maman Céline et de l'arbre maudit continua à circuler. D'autres maisons de colocation contactèrent Mireille. Elle voulait savoir comment elle avait fait. Comment on affronte le mal. Comment on se libère de l'emprise mystique. Mireille partagea son expérience volontiers. Elle expliqua l'importance du courage, de l'unité, de la foi, de la détermination. Elle ne se présenta jamais comme une sauveuse, juste comme quelqu'un qui avait refusé d'accepter l'inacceptable. Des années plus tard, quand de nouveaux habitants arrivaient, on leur montrait le jardin fleuri. On leur racontait l'histoire. Certains hochèrent la tête, sceptiques. D'autres écoutaient avec fascination. Mais tous finissaient par respecter ce petit espace de beauté. Le jardin devint un lieu de rassemblement. Les fêtes s'y déroulaient, les mariages y étaient célébrés, les enfants y apprenaient à jardiner. Le mal avait laissé place à la vie sous sa forme la plus belle. Mireille vieillit dans cette maison. Elle devint à son tour une ancienne respectée. Mais contrairement à maman Céline, elle était aimée. Les gens venaient chercher ses conseils. Pas par peur, mais par affection. Elle formait toujours de nouvelles couturières. Elle leur enseignait son art avec patience. Et elle leur racontait toujours l'histoire de la sorcière et de l'arbre, pour qu'elles n'oublient jamais l'importance de se tenir debout face au mal. La légende de la maison des 8 foyers se transmettait de génération en génération. Elle rappelait que le mal ne peut prospérer que dans le silence et la peur, que l'unité et le courage peuvent vaincre les forces les plus obscures. Et dans la cour commune, le jardin fleuri continuait de pousser. Plus beau chaque année, plus vivant, plus coloré. Là où se dressait autrefois un arbre maudit, la vie avait triomphé. Pour toujours, chers amis, Mama Aya vous conseille de ne jamais laisser la peur vous paralyser face au mal. Quand quelque chose ne va pas autour de vous, quand vous voyez des injustices ou des souffrances, n'attendez pas que quelqu'un d'autre agisse. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est agir malgré la peur. Comme Mireille, soyez cette personne qui ose se lever, qui refuse l'inacceptable et qui inspire les autres à faire de même. Le mal prospère dans le silence et la passivité, mais il recule face à ceux qui osent le confronter avec détermination et foi. C'était votre conteuse dans les histoires fantastiques de Mama Aya. Si cette histoire vous a marqué et donné une leçon, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer de nos histoires. N'hésitez pas à découvrir d'autres histoires palpitantes et fascinantes sur notre chaîne. Et surtout, partagez avec vos amis et vos familles.